Le refuge paisible, niché au cœur de Saint-Germain-des-Prés, était l'un de ces endroits où le temps semblait ralentir. L'atmosphère y était feutrée, imprégnée de l'arôme riche du café fraîchement moulu et du parfum sucré des pâtisseries sortant du four. Les boiseries sombres, les lumières tamisées et le murmure discret des conversations créaient une bulle de chaleur et de sérénité, un contraste saisissant avec l'agitation nerveuse des rues parisiennes. C était un sanctuaire dirigé avec une gentillesse sincère, un lieu où la simplicité du service et la qualité des produits primaient sur tout le reste. En cet après-midi de semaine, la salle était pleine. Un mélange harmonieux d'habitués, de touristes chanceux et de quelques figures de l'élite parisienne, venus chercher un répit dans leur journée trépidante. L'air vibrait d'une énergie calme, une paix fragile sur le point d'être brisée. Assis à une table près de la fenêtre, Adrien Lefebvre incarnait la dissonance. Son costume italien, d'une coupe parfaite, sa montre de luxe et ses chaussures impeccablement cirées le distinguaient non pas par leur élégance, mais par la froideur qu'il projetait. À 45 ans, il avait bâti un empire immobilier sur la défaite des autres, et son visage portait les marques de cette vie. Un air d'ennui permanent et un regard glacial qui évaluait tout et tout le monde en termes de valeur et d'utilité. Il tapotait impatiemment sur la table, agacé par le service qu'il jugeait trop lent. Dans un geste brusque pour attirer l'attention, son coude heurta sa tasse. Le café brûlant se déversa en une tache sombre et accusatrice sur sa chemise en soie. Une pièce d'une valeur de 800 €. Manon, la jeune serveuse qui s'approchait justement, se figea, comprenant immédiatement ce qui allait suivre. La fureur d'Adrien éclata sans avertissement. Un orage soudain dans le calme du café. Sa voix, tranchante et méprisante, s'éleva, faisant taire toutes les conversations. Il se leva, pointant un doigt accusateur sur la tâche, puis sur le visage de la jeune serveuse. Il l'accusa d'incompétence, de négligence, la traitant comme si elle était moins que rien. Les mots étaient cruels, disproportionnés, conçus pour blesser et humilier publiquement. Manon, tremblante et les larmes aux yeux, ne parvenait qu'à balbutier des excuses inaudibles. Les autres clients détournèrent le regard, mal à l'aise, piégés dans le silence glacial qui s'était abattu sur la salle. Adrien savourait ce pouvoir, celui de réduire une personne à néant par la seule force de sa colère et de son statut social. Une démonstration de force qui lui servait de réconfort dans son désert émotionnel. C'est alors qu'une autre silhouette s'avança. Chloé Fournier, portant le même uniforme simple que sa collègue, se plaça calmement entre Adrien et Manon. Son regard était direct, sans peur, empreint d'une autorité tranquille qui surprit l'homme d'affaires. « Monsieur, » dit-elle d'une voix posée mais ferme, « un accident est vite arrivé. Je vous prie de ne pas parler à ma collègue de cette manière. » Outré qu'une simple serveuse ose le défier, Adrien sentit la rage monter en lui. « Qui êtes-vous pour me dire comment parler? Faites venir votre patron immédiatement. » À cet instant, un homme plus âgé, Jean-Luc Fournier, le propriétaire, s'approcha. Il posa une main réconfortante sur l'épaule de Manon, avant de passer un bras protecteur autour de Chloé. Il regarda Adrien droit dans les yeux et déclara, avec une fierté tranquille, « Je suis le propriétaire, et voici ma fille, Chloé, la future directrice de cet établissement. » Le visage d'Adrien se décomposa, son masque de supériorité se fissurant pour révéler le choc brutal de l'humiliation publique. Le silence qui suivit le départ d'Adrien Lefebvre était plus assourdissant que sa colère. Il s'installa dans le café comme une fine couche de poussière, recouvrant tout d'une tristesse palpable. Jean-Luc Fournier, le visage marqué par une profonde inquiétude, serra Manon dans ses bras. La jeune fille tremblait encore, ses sanglots étouffés contre l'épaule de son patron. Elle était étudiante. Ce travail lui permettait de payer son petit studio et de rêver à un avenir meilleur. Un avenir que la cruauté d'un homme riche et ennuyé venait de menacer en quelques secondes. Chloé, quant à elle, restait debout, le regard fixé sur la porte par laquelle Adrien avait disparu. Elle ne ressentait pas de peur, mais une sorte de détermination froide. Elle savait que ce haine n'était pas la fin.
Ce genre d'homme ne laissait jamais une humiliation sans réponse. C était une déclaration de guerre, et le refuge paisible était désormais son champ de bataille. Pendant ce temps, dans le silence aseptisé de son bureau surplombant Paris, Adrien Lefebvre ressentait une rage froide et méthodique. L'incident N était plus une question de chemise tachée. C était une affaire de principe. Cette serveuse, cette fille de rien, avait osé le défier publiquement, et son père l'avait soutenu. Ils avaient brisé l'aura d'invincibilité qu'il avait mis des décennies à construire. Pour lui, le monde était simple. Il y avait les prédateurs et les proies. La gentillesse et la dignité des fourniers n'étaient à ses yeux qu'une faiblesse naïve, une invitation à être dévoré. Il alluma son ordinateur, ses doigts se déplaçant avec une précision glaciale sur le clavier. Il n'allait pas simplement les faire licencier. Il allait démanteler leur petit monde pièce par pièce, leur prouver que leur bonté haine était qu'une illusion fragile face au pouvoir réel, celui de l'argent et de l'influence. La première attaque fut insidieuse, numérique. Le lendemain matin, la page internet du refuge paisible fut inondée d'avis négatifs. Des commentaires fabriqués de toutes pièces décrivaient des expériences horribles. Personnel arrogant, hygiène douteuse, prix exorbitant pour une qualité médiocre. Des photos truquées montrèrent des taches sur les tables et de la poussière sur les étagères. Le venin se propagea rapidement sur les réseaux sociaux, partagés par des faux comptes créés pour l'occasion. Chloé et son père découvrirent le carnage avec un sentiment de nausée. Chaque mot mensonger était une insulte à tout ce qu'ils avaient bâti, à l'héritage de sa mère, à la sueur et à l'amour investi dans chaque tasse de café servie. Ils voyaient leur réputation, forgée sur des années de dévouement, être méthodiquement assassinés par un ennemi invisible et sans visage. L'impact ne se fit pas attendre. Le murmure joyeux qui remplissait habituellement le café fut remplacé par un calme inquiétant. Les tables restaient vides plus longtemps. Certains habitués, déstabilisés par les rumeurs en ligne, passaient devant la vitrine avec un regard hésitant, n'osant plus entrer. Le personnel sentait la tension. Les sourires étaient plus forcés, les gestes moins assurés. Manon, en particulier, se sentait coupable, comme si tout était de sa faute. Chloé devait constamment la rassurer, tout en sentant le poids de la situation peser sur ses propres épaules. Le refuge paisible N était plus un havre de paix, mais une forteresse assiégée où chaque sonnette de porte était à la fois un espoir et une source d'angoisse. C'est terrible de voir à quel point une réputation bâtie sur des années de travail peut être salie en quelques heures. Si vous croyez que ces histoires de courage silencieux méritent d'être entendues, votre abonnement nous aide énormément à continuer. Cette épreuve réveilla en Chloé une force qu'elle puisait dans son passé. Elle avait vu sa mère se battre contre la maladie avec une grâce et une dignité incroyables, sans jamais se plaindre. C'est elle qui avait insufflé l'âme du refuge paisible, choisissant chaque meuble, chaque recette, avec l'idée que ce lieu devait être une extension de leur foyer, un endroit où les gens se sentiraient accueillis et en sécurité. Pour Chloé, défendre le café, C était défendre la mémoire de sa mère. C était honorer son héritage de résilience et de compassion. Elle se souvenait des longues après-midi passées à ses côtés, à apprendre l'art de la pâtisserie et le plus important encore, l'art d'écouter les gens. Ce N n'était pas seulement un commerce qu'Adrien attaquait, c'était son histoire, son cœur, l'encre de sa vie. Jean-Luc, cependant, commençait à vaciller. Il était un homme bon, mais aussi un homme pragmatique qui avait vu trop de petites entreprises comme la sienne être écrasées par des géants. La peur s'insinuait en lui, la peur de tout perdre, de décevoir l'héritage de sa femme. Un soir, dans le bureau à l'étage, il regarda sa fille avec des yeux fatigués. « Peut-être devrions-nous simplement nous excuser », suggéra-t-il à voix basse. « Lui offrir de payer sa chemise, faire ce qu'il veut. Cet homme est trop puissant pour nous, Chloé. » Sa fille secoua la tête, non par arrogance, mais avec une conviction profonde. « Non, papa, si nous faisons ça, nous lui donnons raison.
Nous lui disons que l'argent peut tout acheter, même notre dignité. Maman ne l'aurait jamais accepté. Ce simple rappel de sa femme raviva une étincelle dans le regard de Jean-Luc. Adrien, de son côté, constatait avec satisfaction les premiers effets de sa campagne. Mais ce haine n'était pas assez. Il voulait une destruction totale, une capitulation sans condition. Il passa à elle étape suivante. Il prit son téléphone et appela le dirigeant de la maison de torréfaction qui fournissait au refuge paisible son café exclusif depuis plus de 20 ans. Il n'eut pas besoin de menacer. Il se contenta de mentionner ses futurs projets immobiliers, les contrats potentiels, et laissa entendre subtilement que s'associer avec des établissements problématiques pourrait nuire à leur image de marque. L'allusion fut suffisante. Moins d'une heure plus tard, Jean-Luc reçut un appel. Leur fournisseur de toujours, la voix empreinte d'un malaise fin, lui annonçait la fin de leur partenariat, invoquant une restructuration interne. Était un coup terrible, une attaque directe au cœur de leur identité. La nouvelle de la perte de leur fournisseur se répandit vite dans le petit quartier de Saint-Germain-des-Prés. Mais au lieu d'isoler les fourniers, l'injustice de la situation provoqua une réaction inattendue. Les propriétaires des commerces voisins, de la librairie à la fromagerie, commencèrent à passer plus souvent, achetant des pâtisseries en signe de soutien. Un jeune torréfacteur artisanal, qui venait de lancer son affaire, se présenta un matin avec des échantillons de ses meilleurs crus, offrant de leur fournir un café d'exception à un prix d'amis. Des clients fidèles organisèrent une campagne de soutien sur les réseaux sociaux, postant des photos et des messages positifs pour contrer la vague de haine. Lentement, une armée silencieuse de solidarité se forma autour du café, un rempart humain contre la froideur calculatrice d'Adrien Lefebvre. Depuis sa tour d'ivoire, Adrien observait ce phénomène avec une irritation croissante. Il lisait les articles de blogs locaux parlant de la résistance du petit commerce. Il voyait les photos de la terrasse de nouveau pleine, animée par une clientèle militante. Cela défiait toute logique. Dans son monde, la pression entraînait la rupture, la peur menait à la soumission. Mais ici, ces attaques semblaient renforcer ses victimes, souder leur communauté. L'image de Chloé lui revenait sans cesse, son regard calme et direct. Il avait voulu la briser, mais elle se tenait droite, protégée non pas par l'argent ou le pouvoir, mais par quelque chose d'impalpable. L'affection des gens. Un doute, infime et dérangeant, commença à germer dans son esprit. On se demande parfois ce qui fait la véritable force d'une personne. Est-ce le pouvoir de détruire ou celui de construire? Pour ne rien manquer de cette quête de réponse, pensez à vous inscrire. C'est ce qui nous permet de partager ces récits. Malgré cette vague de soutien, Chloé sentait le poids de la bataille. L'armure de courage qu'elle portait pendant la journée se fissurait la nuit. Seule dans le silence du café après la fermeture, l'odeur de café et de sucre ne parvenait plus à masquer celle, plus âcre, de l'inquiétude. Elle s'asseyait à une table, la même où tout avait commencé, et laissait l'épuisement l'envahir. Était-elle en train de mener une bataille perdue d'avance? Risquait-elle, par fierté, de sacrifier l'œuvre de toute une vie de ses parents? Des larmes silencieuses coulèrent parfois sur ses joues. Était une solitude profonde. Celle du leader qui doit paraître fort pour les autres tout en affrontant ses propres démons. Elle regardait une photo de sa mère, posée sur le comptoir, et lui demandait silencieusement la force de continuer. C'est dans l'une de ces nuits de doute que la résolution de Chloé se cristallisa. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas se battre avec les mêmes armes qu'Adrien. La haine, la vengeance, la manipulation, tout cela lui était étranger. Leur seule réponse possible était de renforcer ce qu'ils étaient, de pousser leur philosophie à son paroxysme. Ils n'allaient pas seulement survivre, ils allaient prospérer en étant encore plus eux-mêmes. Le lendemain matin, elle réunit son père et toute l'équipe. Elle leur annonça son idée, organiser un événement spécial, une journée de la communauté, pour remercier tous ceux qui les soutenaient. Ils offriraient des dégustations gratuites de leur nouveau café, créeraient une pâtisserie spéciale pour l'occasion et inviteraient des musiciens locaux. Le plan était audacieux. Au lieu de se cacher,
Ils allaient s'ouvrir. Au lieu de murmurer leur peur, ils allaient chanter leur gratitude. C était un acte de défi, non pas contre Adrien Lefebvre, mais contre le cynisme qu'il représentait. L, énergie dans le café, changea instantanément. L, équipe, galvanisée par le leadership de Chloé, se mit au travail avec une ferveur renouvelée. Chacun apportait ses idées, son enthousiasme. Le refuge paisible se transforma en une ruche bourdonnante de créativité et d'espoir. Ils préparaient leur plus belle réponse, une célébration de la vie et des liens humains, une lumière éclatante pour repousser les ténèbres que leur ennemi tentait de jeter sur eux. Ils ne savaient pas qu'Adrien, rongeant son frein, déciderait de venir voir par lui-même ce spectacle de résilience qu'il ne parvenait pas à comprendre. Le jour de l'événement, le refuge paisible débordait de vie et de chaleur. La musique d'un guitariste local flottait dans l'air, se mêlant aux rires et aux conversations animées. L'odeur du nouveau café et de la pâtisserie spéciale, baptisée la Résilience, emplissait la rue, attirant les passants. C était une célébration vibrante de la communauté, un tableau vivant de tout ce qu'Adrien Lefebvre méprisait. Il apparut comme une ombre au milieu de la lumière. Son costume impeccable et son visage fermé, détonnant avec l'ambiance festive. Il n'était pas venu pour se joindre à la fête, mais pour assister à ce qu'il espérait être le dernier acte de défi d'une entreprise mourante. Il trouva Chloé près du comptoir, servant des clients avec un sourire sincère qui l'irrita au plus haut point. Il s'approcha, sa présence jetant un froid immédiat autour de lui, prêt pour la confrontation finale. Son regard glacial balaya la pièce et se posa sur la nouvelle pâtisserie que Chloé venait de créer. Dans un geste de mépris souverain, il en prit une sur le plateau et la porta à sa bouche, comme pour souiller symboliquement leur effort. « Alors c'est ça, votre grande victoire, un gâteau !» dit-il d'une voix basse et venimeuse, en la mastiquant lentement. Il voulait la voir flancher, la voir pleurer de rage et d'impuissance. Mais à peine avait-il avalé que son expression changea. D'abord, une simple rougeur sur son cou, puis ses yeux écarquillèrent de confusion. Il porta une main à sa gorge, sa respiration devenant soudain un sifflement rauque et difficile. La force quitta son corps d'un seul coup. Sous le regard stupéfait des clients et de Chloé, il s'effondra lourdement, le son mat de sa chute faisant taire la musique et les rires. La panique fut instantanée. Des cris fusèrent, les gens reculèrent, créant un cercle de terreur autour du corps inerte d'Adrien. Jean-Luc se précipita, le visage blême, ne sachant que faire, mais au milieu du chaos, la voix de Chloé éleva, nette et autoritaire, tranchant le tumulte. Des années auparavant, elle avait suivi une formation aux premiers secours, une précaution pour le café qui lui semblait alors presque superflue. En cet instant, chaque leçon lui revint avec une clarté absolue. Elle reconnut les signes, le gonflement rapide du visage, la difficulté à respirer. C était un choc anaphylactique, violent et foudroyant. Quelqu'un, appelez le SAMU immédiatement, ordonna-t-elle en se frayant un chemin. Manon, la trousse d'urgence, sous le comptoir, vite! Son calme soudain et sa compétence imposèrent le silence à la foule effrayée. Elle s'agenouilla à côté de l'homme qui avait juré sa perte, ignorant le monde autour d'elle. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ouvrit la trousse d'urgence que Manon lui tendait, ses doigts trouvant immédiatement ce qu'elle cherchait. Elle sortit l'auto-injecteur d'épinéphrine, retira le capuchon de sécurité avec un geste sûr. Sans une seconde d'hésitation, elle plaqua fermement l'appareil contre la cuisse d'Adrien à travers le tissu coûteux de son pantalon et appuya. Le déclic sec de l'aiguille fut le seul son audible dans le silence suspendu du café. Elle maintint la pression, comptant mentalement les secondes, son regard fixé sur le visage de l'homme dont le souffle devenait de plus en plus faible. Elle ne voyait plus un ennemi, mais simplement une vie qui vacillait et qu'elle devait, par instinct et par principe, sauver. Les sirènes se rapprochaient déjà lorsque les yeux d'Adrien papillonnèrent et s'ouvrirent. Il était sur un brancard, les ambulanciers s'affairant autour de lui. Son esprit était un brouillard de peur et de confusion.
La première chose qu'il vit distinctement fut le visage de Chloé, penché au-dessus de lui. Il n'y avait dans son regard aucun triomphe, aucune pitié, juste une inquiétude profonde et humaine. Il essaya de parler, de formuler une question, mais sa gorge était encore serrée. Percevant sa détresse, elle se rapprocha et lui dit d'une voix douce mais stable des mots qui allaient le hanter à jamais. « Reposez-vous. Vous êtes en sécurité maintenant. » Ces quelques mots simples firent l'effet d'une déflagration dans son esprit. La personne qui laisse était acharnée à détruire, était la seule qui était battue pour le sauver. Sa forteresse de cynisme, bâtie sur une vie de méfiance, s'écroula en poussière. Quelques semaines plus tard, Adrien Lefebvre quitta l'hôpital, non pas comme un homme qui avait frôlé la mort, mais comme un homme qui commençait enfin à vivre. Le silence de sa chambre stérile lui avait offert un miroir impitoyable, où il avait vu se refléter non pas le visage de Chloé, mais le vide abyssal de sa propre existence. Son empire, bâti sur la peur et l'intimidation, lui apparut soudain comme un château de sable face à la force tranquille de cette jeune femme. Son premier geste ne fut pas d'appeler ses avocats, mais d'annuler, une par une, toutes les actions qu'il avait menées contre les Fournier. Puis, avec une humilité qui lui était totalement étrangère, il retourna au refuge paisible. Il ne demanda pas de rendez-vous privé. Il se tint au milieu du café, pendant le service de l'après-midi, et d'une voix claire qui tremblait à peine, il présenta ses excuses à Chloé, à Jean-Luc et à Manon. Ce N n'était pas une justification, mais la confession brute de sa propre faillite morale. Les excuses, cependant, N n'étaient qu'un début. Adrien comprenait que les mots, aussi sincères soient-ils, ne pouvaient effacer les blessures qu'il avait infligées. Il mit donc ses ressources, son influence et son intelligence redoutables au service de la réparation. Il contacta personnellement chaque fournisseur qu'il avait menacé, utilisant son poids pour rétablir les contrats et obtenir des conditions encore plus favorables pour le café. Allant plus loin, il proposa un investissement substantiel, non pas pour prendre le contrôle, mais pour aider les Fournier à rénover et à étendre leur activité, tout en préservant l'âme du lieu. Son acte le plus marquant fut la création de la Fondation Fournier-Lefebvre, une organisation dédiée à financer des formations aux premiers secours et des programmes de soutien psychologique pour les employés du secteur de la restauration, transformant son drame personnel en une mission pour le bien de tous. Le changement radical d'Adrien Lefebvre ne passa pas inaperçu dans le milieu des affaires parisiens. Son histoire, d'abord murmurée dans les cercles fermés, puis racontée dans des articles de presse, devint une sorte de parabole moderne sur la rédemption. Elle inspira d'autres dirigeants à reconsidérer leurs propres pratiques, prouvant que le succès N n'était pas incompatible avec l'humanité. Adrien, autrefois un prédateur impitoyable, devint un mentor, un défenseur d'un capitalisme à visage humain. Sa relation avec Chloé se mua en une amitié profonde, fondée sur un respect mutuel et une admiration sincère. Il voyait en elle non plus une adversaire, mais le reflet de la personne qu'il aspirait à devenir. C'est en voyant de telles transformations qu'on se rappelle la puissance d'un seul acte de bonté. Si vous aussi, vous croyez que ces récits méritent d'être partagés, votre abonnement est le souffle qui nous permet de continuer à leur donner vie. 2 ans plus tard, une foule joyeuse se pressait pour l'inauguration du 5e refuge paisible sur la rive gauche. L'endroit était plus grand, mais l'atmosphère était restée intacte, chaleureuse, accueillante, vibrante. Chloé, désormais à la tête d'une entreprise florissante reconnue pour ses valeurs, se tenait aux côtés d'Adrien. Il ne portait plus de costume rigide, mais une tenue élégante et décontractée. Son sourire, autrefois une grimace rare, atteignait maintenant ses yeux, qui avaient perdu leur froideur d'antan. Il remarqua une jeune serveuse, visiblement nerveuse, qui faillit laisser tomber un plateau. Au lieu de la foudroyer du regard, il s'approcha doucement, lui adressa un mot d'encouragement et un clin d'œil complice. Dans ce simple geste, il n'y avait plus aucune trace du tyran qu'il avait été. Seulement la preuve silencieuse et durable qu'une vie sauvée peut,
à son tour, en éclairait beaucoup d'autres.